Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire trimestriel, webinaire donc exclusif sur eToro. Nous sommes le 6 juillet, lundi 6 juillet 2026. On vient de démarrer donc le troisième trimestre de l'année, qui est également le second semestre. Et effectivement, comme tous les trimestres, j'ai l'honneur d'être avec Marc Toiti pour animer ce webinaire. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. C'est également un honneur d'être avec vous tous et de répondre à vos questions, bien entendu. Il y a beaucoup de sujets. Et puis c'est vrai que ça change. Les deux derniers webinaires, on avait beaucoup de doutes. Là, voilà, il y a quelques petits espoirs qui reviennent. Bon, faut pas non plus s'emballer. Voilà. Donc, d'où le titre entre espoir et doute. Effectivement, on va essayer de voir un peu plus clair, notamment sur les marchés. Tu vas nous en parler. Puis, mais c'est vrai qu'il y a bien sûr des moments d'inquiétude encore, notamment pour la France. Mais voilà, on va vous dire un peu tout ça dans le détail comme d'habitude. Et bien sûr, on va répondre à vos questions. Voilà, alors effectivement, le but du webinaire, c'est justement comme on est en direct avec vous, vous avez la possibilité de poser vos questions et donc on réserve un petit quart d'heure à la fin du webinaire pour répondre à vos questions et aussi on peut répondre entre les parties. Alors justement, les parties de ce webinaire, sont les suivantes. Eh bien, première partie, on va parler de la récession mondiale, plutôt de la croissance mondiale, puis avec cette récession qui est évitée. On va revenir sur les derniers chiffres. Ensuite, qui va gagner le match de la croissance? On a les derniers chiffres des PMI qui sont tombés. On va, les commenter, avec toi, Marc. Ensuite, on va parler de, la France, effectivement. C'est vrai qu'on en parle souvent, mais, on a des chiffres de plus en plus inquiétants et notamment, cette explosion de la dette publique. Donc, on va, revenir sur, les derniers, chiffres macro, de la France et pour terminer, on va parler des marchés financiers comme d'habitude avec, cette rotation sectorielle qu'on a vue, s démarrer en fin de 2 trimestre et on va voir si elle va se poursuivre. On va essayer d'anticiper, ces marchés pour le reste de l'année. Alors on va démarrer tout de suite avec effectivement cette récession mondiale qui, Et selon oui. moi, va être évitée. Voilà, c'est la bonne nouvelle, effectivement. Bon, on vous a toujours dit qu'il n'y aurait pas de récession mondiale, mais c'est vrai qu'on a eu un ralentissement assez net de la croissance et vraisemblablement, notamment grâce à la baisse des prix du pétrole. Bon, alors après, il ne faut pas s'emballer. Là aussi, il peut y avoir des mauvaises surprises, mais pour le moment, on évite ce scénario de récession mondiale. Donc là, vous avez mes prévisions de croissance mondiale. Vous voyez bien qu'on était à peu près à 3% depuis quelques années, donc depuis 2023 précisément. Là, on est en train de tomber à 1,8% pour 2026. Bon, c'est pas formidable, c'est pas non plus la Bérésina. Je vous rappelle que de 1980 à 2025, on a une croissance mondiale de 3,5% par an. Évidemment, quand on parle de croissance, c'est la croissance hors inflation, bien entendu, donc au niveau, du PIB mondial. Donc ça, c'est quand même, la bonne nouvelle. Je vous rappelle que on avait fait donc -2,8 par exemple en 2020, -0,1 en 2009, la dernière grande récession en dehors de 2020 et puis après 2021, +6,3%. Donc là, c'est en train de ralentir. On évite donc le scénario catastrophe, mais quand même 1,8%, ça reste la plus mauvaise performance depuis 2019. Donc il y a pas de quoi, s'emballer. Alors pourquoi la récession mondiale est évitée? Voilà, c'est le graphique suivant qui le montre. Voilà, les prix du pétrole ont baissé très fortement. Donc là, on voit bien ce choc pétrolier, on l'avait commenté notamment, à plusieurs reprises, dans notre podcast, dans le dernier webinaire. On est monté à 120 le baril, donc le 29 avril dernier et là, ça y est, on a même touché le 71 le 1er juillet. Là, on remonte autour des 72 $. Bon, globalement, tant qu'on est sous les 80 ça va. Mmh. C'est-à-dire que ça permet d'éviter le scénario d'inflation trop forte, mais tout de même, j'ai envie de dire, le mal est fait. C'est-à-dire qu'on voit bien cette tension sur les prix du pétrole va continuer de se traduire, par un petit peu de tension inflationniste, notamment sur les cours des matières premières. Mais bon, voilà, on voit bien qu'on a ce mouvement de choc pétrolier et maintenant on est en train de vivre le contre-choc pétrolier. On le voit encore mieux sur le graphique suivant, donc sur plus longue période. Donc là, je vous ai mis tous les chocs et contre-chocs pétroliers qu'on a connus depuis, 2008. Alors après vous, en 2008, on avait un baril à 150 certains le voyaient même à 250 et donc ça, c'est intéressant de voir. On a eu également 130 en mars 2022, au lendemain du début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et donc tu vois bien qu'à chaque fois qu'on a ce choc pétrolier, eh bien, ça casse l'activité économique mondiale. Donc au-delà du géopolitique, il y a moins de croissance mondiale, donc il y a moins de demande de pétrole et donc les prix du baril sont en train de baisser. Donc là, on revoit également, le même scénario avec cette fois-ci le graphique qui représente la croissance mondiale. Donc la courbe bleue ici, c'est le cours du Brent, hein, donc quand ça monte, on voit bien que très vite,
on a quand même une baisse de la croissance mondiale et ensuite, de par, cette baisse de la croissance mondiale, mécaniquement, on a, une baisse des cours du pétrole. Donc là, c'est vrai que le contre-choc pétrolier est très rapide, hein, quand on se réfère à la dernier choc pétrolier, donc de la guerre en Ukraine, ça a mis un peu plus de temps. Non, non, reste sur le graphique, tu avances, s'il te plaît, Antoine. Donc on voit bien que ça a mis un peu plus de temps. Là, c'est beaucoup plus rapide, donc ce qui veut dire qu'il y aura un peu moins de choc inflationniste. Par contre, il y aura quand même de l'inflation. On voit justement sur le graphique suivant. Là, c'est l'indice CRB. Donc là, avec les derniers chiffres, donc on voit bien que malgré la baisse très forte des cours du pétrole, hein, on était à 120 $, maintenant on est à 71 $, donc il y a quand même une très forte baisse. Malgré cela, on voit que les cours de l'ensemble des matières premières ont un peu moins monté. Tu vois, donc l'augmentation, c'est 39% donc de hausse depuis le début de l'année, jusqu'au contre-choc pétrolier. Je rappelle que pendant donc de février à juin 2022, au début de la guerre en Ukraine, on avait fait 23% de hausse. Donc toi, tu vois, 39% de hausse, c'était beaucoup plus fort. Là, on est reparti à la baisse, mais ça s'effondre pas. Tu vois, c'est pas comme le pétrole. Il n'y a pas d'effondrement, donc on se maintient quand même sur des niveaux assez élevés. Tu vois qu'on est encore toujours, par exemple, au-dessus du niveau de 2022 Mmh. sur le cours de l'ensemble des matières premières. Donc ça veut dire que le mal est fait. C'est-à-dire qu'on a eu les effets de premier tour, qui était donc l'inflation énergétique. Après, donc on a les effets de second tour sur notamment les matières premières, les engrais, etc. Et maintenant, on a les effets de troisième tour, donc sur les biens et services, va-t-on dire. Donc c'est pourquoi l'inflation, elle a un tout petit peu baissé le mois dernier. Là, au mois de juin, on a eu les premiers chiffres donc en France, dans la zone euro, etc. Mais il y a quand même toujours ces pressions qui sont là. Donc il n'y aura pas d'effondrement de l'inflation. On va quand même se maintenir autour des 3% d'inflation, que ça soit aux États-Unis ou dans la zone euro. Donc c'est quand même une inflation un petit peu forte tout de même, hein. Donc il y a pas de mouvement de déflation, les prix ne baissent pas du tout. On reste sur une inflation élevée, donc ça va quand même limiter la croissance. D'où le fait que j'ai maintenu ma prévision de croissance autour des 1,8%. Et donc là, on voit bien que l'indice CRB a baissé, mais de façon limitée. Et même ces derniers jours, il a même un petit peu augmenté. Donc tu vois qu'il y a quand même des tensions qui sont toujours là. Pareil sur le pétrole au sens large, hein. C'est vrai que bon, le détroit d'Ormuz a été réouvert a priori. Bon, il peut être refermé, mais surtout, bon, le mal est fait. Il y a beaucoup d'infrastructures pétrolières. Ça va mettre des mois, voire une année complète, voire même plus, pour les refaire complètement. Donc, voilà, ça va prendre du temps, hein. Donc, ça veut dire que on va quand même rester sur des prix du pétrole, donc au-dessus des 70 $ et des prix, des matières premières là aussi relativement élevés. Donc, l'inflation va quand même rester élevée. Donc voilà, il ne faut pas, tuer la peau d'ours avant de l'avoir tuée. Il y a toujours ce danger inflationniste qui est bien là, donc ce qui va limiter quand même la croissance mondiale. Très Alors, bien. si on regarde justement, je Non, vous ai c'est mis ici le graphique suivant. déficit sur Voilà, PIB. Mmh. oui Antoine? Non, je disais le graphique suivant, c'est le déficit sur PIB justement. Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, si tu veux, la grande différence, que là, je compare effectivement la crise de 2008 à la crise de 2025, donc de 2026 exactement, c'est qu'effectivement, on n'a pas les moyens de relancer la machine. Donc ça, c'est quand même la grande différence, par rapport à 2008, si tu veux, c'est qu'il y a toujours aujourd'hui, un danger sur les comptes publics, qu'on n'avait pas en 2007-2008, donc on a pu relancer la machine. Même à l'arrière, en 2022, on a pu encore un petit peu relancer la machine, mais là, c'est fini, on ne peut plus, tu vois? Ce niveau de déficit public, que ce soit en France, dans la zone euro. Alors en France, c'est encore pire, on va en parler tout à l'heure, où là, c'est en train de déraper complètement, tu vois? Même tout le monde est en train de paniquer, hein, la Banque de France, la Cour des comptes, même les ministres, français sont en train de paniquer. On va en parler tout à l'heure, mais toujours est-il que tu vois bien qu'on a des déficits publics qui sont quand même bien plus élevés qu'en 2007, donc ce qui ne permettra pas de relancer la machine. Idem, si on regarde sur le tableau suivant, donc sur la dette publique, là, c'est pareil, on est sur des niveaux bien plus élevés. Tu vois, là, je me suis arrêté en 2025, maintenant on vient d'avoir les chiffres de 2026. On va parler tout à l'heure, on est à plus de 117% en France. Donc, là aussi, tu ne pourras pas faire une relance. Donc, si jamais le contre-choc, pétrolier s'arrête, si jamais il y a de nouveau, des risques, on ne pourra pas relancer la machine. Donc, d'où le fait qu'on ne peut pas avoir une croissance, donc qui redémarre très fortement, comme on a pu avoir le cas, par exemple, en 2010 ou en 2023. Donc, il faut quand même rester très prudent. Idem, sur le tableau suivant. Là, je vous ai montré donc enfin le slide suivant, c'est-à-dire sur la BCE, voilà voilà Ouais. celui-là, sur les taux d'intérêt. Alors on a vu que les taux d'intérêt effectivement, la BCE a monté les taux d'intérêt
pour rien, hein, évidemment, parce que pourquoi il faut monter les taux d'intérêt? C'est si jamais tu as une inflation par la demande, c'est-à-dire que ça va tellement bien que la croissance est forte, les salaires augmentent et qu'à ce moment-là, donc tu montes les taux d'intérêt pour calmer le jeu. Là, on voit bien que l'inflation est liée à l'énergie. Donc on a quand même monté les taux d'intérêt, ça te prouve que la BCE n'est pas crédible. Alors que tu vois qu'aux États-Unis, effectivement, les taux d'intérêt, à 3,75 et on ne les a pas augmentés, parallèlement. Mais tout ça pour dire que, voilà, la marge de manœuvre également pour relancer la machine, c'est-à-dire pour baisser les taux d'intérêt, elle est particulièrement limitée, d'autant que l'inflation aussi, va rester élevée. Puis dernier point, la croissance, ça c'est important, puisqu'effectivement en 2007, on avait encore une croissance forte, alors qu'évidemment en 2025, on avait déjà une quasi-récession dans pas mal de pays, notamment en France. Donc ce qui ne permet pas, là aussi, on a une assise qui est très, fragile, si tu veux. Donc voilà, 2026, ça sera un véritable prévision de croissance, une croissance qui va rester particulièrement molle malheureusement. Oui, oui, c'est vrai que les taux de croissance, vont pas être flamboyants. Ce qui est intéressant, c'est sur le slide, les cours de l'or en fait, hein, qui quand même sont repliés, hein, finalement depuis, le Voilà. début de l'année. Mais on sent qu'il y a un petit rebond là depuis Tout le à début. fait, ça c'est vraiment lié évidemment à la croissance mondiale. C'est ce que vous avez dit, d'ailleurs, ici même, il y a quelques semaines et quelques mois pour le dernier webinaire. Vous avez dit: «Attention, si, la paix revient», on l'espérait bien entendu. Bon, pour l'instant c'est le cas, parce que ça va durer, ça on ne le sait pas. Mais à ce moment-là, les prix du baril vont baisser bien sûr et également l'or pourrait baisser. C'est exactement ce qui s'est observé. On a bien eu cette baisse des cours de l'or. Alors il y a eu 2 raisons. Il y a eu d'abord effectivement, bon, ben, on avait, une flambée, en début d'année, donc après on a un effet de correction des prises de bénéfices. Il y a également pas mal de pays du Golfe qui avaient besoin de cash, qui ont vendu une partie de leur or, donc de leurs réserves en or. Donc là, ça fait baisser également les cours. Et puis ensuite, bon, bah, on a eu entre guillemets, la baisse des prix du pétrole. Donc on se dit moins d'inflation, donc moins besoin de la valeur refuge qu'est l'or. Donc l'or a continué de baisser. On a même, on l'a vécu il y a quelques jours. On est passé sous les 4 000 $ l'once quand même. Donc c'est quand même pas rien, tu vois? Donc c'était un plus bas depuis le 7 novembre 2025. Mais là, voilà, ça va un petit peu mieux. Là, voilà, les chiffres, aujourd'hui, on est autour de 4 175 $ l'once, donc c'est plutôt bon signe. Donc ça montre bien qu'il y a quand même toujours ces risques inflationnistes qui sont là, les risques géopolitiques, donc que l'or doit rester la fameuse poire pour la soif. D'ailleurs, je vous ai fait un graphique suivant, si on monte sur plus longue période, tu vois que bon, bah, malgré tout, on est toujours sur une hausse depuis, janvier 2025 de 59 142 de hausse depuis septembre 2022. Donc quand on vous a conseillé entre guillemets, parce qu'on ne donne pas de conseils directs, mais voilà, on vous a proposé, cette augmentation de l'or il y a déjà pas mal d'années, c'est bien ce qui s'est produit. Donc là, il y a une phase de prise de bénéfice, mais je pense que quand on passe sous les 4 000 $ l'once, ça redevient évidemment intéressant à l'achat pour du moyen terme, parce que ça va rester la valeur refuge. Et donc je vous ai mis, pour terminer, quelques arguments qui vont maintenir l'or sur des niveaux relativement, élevés. D'abord, donc c'est toujours une valeur refuge contre les risques géopolitiques, économiques et financiers. Et alors même maintenant, même si les risques géopolitiques, pour l'instant, ça se calme, ça peut très bien revenir demain. Là, on voit l'Ukraine et la Russie, ça dérape de nouveau, peut-être demain l'Iran. Mais je pense que le gros risque aujourd'hui, il est financier. On va en parler tout à l'heure, notamment sur la France. On a eu quand même pas mal d'avertissements, hein, de la Banque de France, même du FMI, qui montrent qu'attention, il y a des risques aujourd'hui sur l'avenir financier de la France. Et donc ça pourrait générer une crise financière mondiale. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc deuxième point, il y a toujours des achats massifs de la part des banques centrales. Donc là, elles se sont un petit peu calmées, c'est vrai, mais elles vont de nouveau racheter de l'or parce que là, ça reste le troisième point, la contrepartie de la masse monétaire. Dans beaucoup de pays émergents, ça reste également un signe extérieur de réussite. Donc quand effectivement, là, la classe pauvre devient la classe moyenne, on veut le montrer, donc on achète de l'or, en particulier en Chine, en particulier en Inde. Donc là, ça va y avoir une demande également pour consommation d'or, hein, qui sera là. Et donc voilà, d'un point de vue financier, bien sûr, toujours garder cette poire pour la soif. Donc ce qui veut dire que voilà, dès qu'on est sous les 4 000 $ l'once, ça devient évidemment une très bonne opportunité. Donc voilà, je vous ai toujours dit qu'il fallait pas en mettre plus que 10 à 15 de son portefeuille. On voit bien que voilà, ça reste quand même volatile, mais quand il y a des phases de prise de bénéfices comme ça, évidemment, il faut en profiter. Voilà donc la conclusion du fait qu'on ait évité la récession, c'est que l'or évidemment a pu baisser, mais ça reste quand même une valeur refuge principale, justement pour nos investissements. Oui. Oui, d'ailleurs, ce qu'on peut juste ajouter, c'est qu'effectivement la hausse assez, très importante qu'il y a eu sur l'or est assez inhabituelle. C'est vrai que la volatilité qu'il y a eu, finalement, c'est un mouvement de correction assez logique qu'il y a eu et donc finalement, ce niveau des 4 000 était un bon point d'entrée pour ceux qui sont rentrés. Alors maintenant, on va parler de la croissance, hein, finalement, match de la croissance, on a les derniers chiffres qui sont, sortis d'ailleurs.
Voilà, c'est pour ça, ça tombait bien parce qu'aujourd'hui même, on a eu les derniers chiffres des directeurs d'achat. Vous savez comment ça se passe, hein? C'est une vraie enquête, c'est-à-dire c'est pas je dirais un sentiment, c'est on interroge les directeurs d'achat dans le monde entier et on leur demande, voilà, quels sont vos niveaux de carnet de commandes et donc c'est vraiment un indicateur avancé de la croissance mondiale. Et donc ensuite, ça s'appelle donc l'indicateur PMI, voilà pour, directeur d'achat en anglais et donc ce qui veut dire que derrière, on a, tous les secteurs qui sont, représentés, les services, l'industrie, la construction et donc là, on regarde l'indicateur composite, ça veut dire tous secteurs confondus et là, sur ce premier graphique, on a l'indicateur monde, donc c'est très simple à comprendre, il y a une barre à 50, au-dessus, c'est la croissance, en deçà, c'est la baisse de l'activité, donc là, voilà, c'est très clair, c'est l'indicateur donc JP Morgan, donc des directeurs d'achat, monde encore une fois, tous secteurs confondus et ça remonte un petit peu, tu vois? Hein, depuis quelques mois déjà, on avait une amélioration et là, au mois de juin, on est à 52. Bon, c'est pas l'euphorie, mais ça va quand même un peu mieux. Ça confirme notre scénario justement que j'évoquais tout à l'heure, d'une croissance mondiale autour des 1,8, même on pourrait atteindre 2 en glissement annuel, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas encore une fois l'euphorie, mais ça résiste bien. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, malgré la baisse des prix du pétrole, parce que normalement on aurait pu imaginer: «Oui là, ça va flamber», par exemple, quand on a un contre-choc pétrolier aussi fort qu'aujourd'hui, généralement, l'indicateur des directeurs d'achat, il booste, hein, il va très vite. Là, ça remonte un peu, mais c'est pas l'euphorie. Ça confirme bien ce scénario que je évoqué tout à l'heure, c'est que, bon, OK, il y a un peu moins d'inflation, mais elle est toujours là. Donc pas, je dirais, d'euphorie. Alors si on regarde maintenant, pays par pays, alors voilà, là aussi, on voit que ça ralentit. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas tellement de pays, qui ont une croissance forte. En fait, il y en a 2. Il y a Singapour. Bon ça, Singapour, on sait que c'est une «plaque tournante» entre guillemets du commerce mondial, donc c'est plutôt bon signe pour le commerce mondial. L'Inde qui quand même ralentit un petit peu, hein, c'est évidemment c'est très bon, hein, 57,1, on est sur un bon niveau, mais ça ralentit quand même. On le voit, tu vois, on était à 59 le mois dernier, on était à 60 il y a quelques mois, donc voilà, on a bien ce ralentissement de la croissance indienne. On sera quand même autour des 6 à 7 de croissance, mais ça ralentit quand même. On a eu l'Irlande, bon, qui a connu, un premier trimestre avec une très forte baisse du PIB, mais bon, c'est lié au flux d'investissement. Là, ça revient plutôt bien en Irlande. Sur la Chine, bah, ça ralentit quand même, hein, tu vois? Bon, c'est un bon niveau, 53,6, mais voilà, c'est pas l'euphorie, sur la Chine. Elle a beaucoup de difficultés, elle tire sa croissance notamment, liée au commerce mondial et à ses exportations, notamment vers l'Europe. Voilà, Arabie Saoudite, Espagne, Japon également, ça c'est la bonne nouvelle. Le Japon va bien, va «mieux» entre guillemets. C'est vrai que malgré l'inflation, en fait, on voit bien que, tu vois, le problème du Japon, c'était la déflation. Maintenant Ouais. qu'il y a un petit peu d'inflation, finalement, bon, ça leur convient, si tu veux. Et alors, élément très important, c'est que les taux d'intérêt des obligations d'État sont en train de remonter, donc on pourrait se dire: «Ah, c'est dangereux pour le Japon», c'est vrai, mais ça fait revenir également les investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs japonais qui investissent dans le monde entier, qui disent: «Non, non, mais finalement, il y a des bons taux d'intérêt chez nous, bah, pourquoi ne pas revenir, au Japon?» Donc c'est plutôt favorable finalement, pour l'économie japonaise. Donc voilà, ça c'est le pays qui s'en sort plutôt bien. Après voilà, on a le niveau monde, donc 52, donc c'est bien, mais c'est une croissance molle. États-Unis 51,9, voilà, une croissance autour des 2 également. Émirats arabes unis, tu vois, ça baisse, hein. Regarde, un plus bas depuis février 2021. Tu vois, ça c'est bien pour dire que malgré, entre guillemets, «l'arrêt» pour l'instant de la guerre, 50,8, tu vois, c'est pas génial. Donc, Mmh. tous ces pays-là vont quand même souffrir. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut, reconstruire et cetera. Il y a des flux d'investissement qui vont moins venir, tu vois? Donc ça va laisser quand même des traces, hein. On a également l'Italie, bon là, légèrement au-dessus de la croissance. Bon, le Brésil, alors malheureusement avec la défaite du Brésil hier, je pense que ça va être encore pire le mois prochain. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'ils sont complètement fous de foot, hein, au Brésil, comme vous le savez. Donc ça pourrait jouer, bien entendu, Heu, négativement. Mais bon, au-delà de ça, il y a quand même une croissance qui est très molle, évidemment, au Brésil. Afrique du Sud, pareil. Australie également. Voilà, on est légèrement au-dessus de la barre des 50. Alors après, on passe sous la barre des 50 ouais. et là, ça fait mal. On a bien sûr donc la zone euro, on est pile à 50, donc c'est une stagnation économique et puis après tu as l'Allemagne 49,5, le Royaume-Uni. Donc là, tu vois bien, on a une crise politique aujourd'hui au Royaume-Uni, tu vois, qui commence à jouer et donc là aussi, c'est pas à cause du Brexit, hein, parce que le Brexit, ça fait longtemps, hein, que c'est «oublié» entre guillemets, Mmh. mais il y a une crise politique avec, cette augmentation des impôts qui évidemment a fait très mal au pays et donc ce qui, génère ce ralentissement. On a également la Russie qui ralentit, le Canada, ça c'est la mauvaise surprise donc qui vient de sortir, puisque ça allait mieux au mois de mai et là, c'est reparti en zone de récession et voilà, malheureusement, voilà, le pire, ça reste la France pour le troisième mois consécutif, je répète que c'est important, la France est la lanterne rouge de l'économie mondiale au regard des indicateurs des directeurs d'achat.
Tu te rends compte? Donc il se passe quelque chose quand même en France. C'est-à-dire que malgré parce que là, on aurait pu se dire: «Bon, le pétrole baisse, ça va mieux et cetera». Non, on reste la lanterne rouge de l'économie mondiale, toujours évidemment en zone de récession, donc sous la barre des 50, comme tu le vois ici, 47,2. Donc ça veut bien dire qu'on a eu une forte baisse du PIB, on l'a déjà évoqué dans nos podcasts, hein, hors stock, on a eu -1,1 de baisse du PIB du jamais vu, sauf pendant mai 68 et pendant le coronavirus en 2020. Sinon, on n'a jamais vu ça, une telle décroissance hors stock en France au premier trimestre 2026. Donc tu le vois ici, au deuxième trimestre 2026, on risque d'avoir une nouvelle baisse du PIB, donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, ça s'appelle justement Mmh. une récession. Voilà, donc la France est bien dans cette, dramatique situation malheureusement et donc en termes de croissance, de chiffrage de la croissance, évidemment, voir ce que ça donne, mais oui, j'allais oublier, bien entendu, très important, on vient d'avoir les chiffres également, du chômage, parce que quand il y a pas d'activité économique, évidemment, il y a un chômage qui augmente et regarde bien en France, ça fait déjà 2 mois que ça dure, même, quasiment 3 parce que il y avait une petite baisse il y a 3 mois, mais il y a 4 mois, on avait déjà eu 8,2 donc 8,2 de taux de chômage de catégorie A, hein. Donc, ça veut dire, le chômeur entre guillemets «labellisé», c'est-à-dire qu'il ne travaille pas du tout, il a pas, il fait, une preuve active de recherche d'emploi, et il est immédiatement disponible. Voilà, tous les autres, on les met pas, sinon on serait à 17 de taux de chômage, mais ce qui est important, c'est de voir le comparatif entre la courbe bleue et la courbe rouge. Donc courbe bleue, c'est, la zone euro, 6,2 de taux de chômage, nous 8,2. 2 points d'écart. Regarde bien sur le graphique suivant, c'est pas compliqué, on n'a jamais vu ça. Un tel écart de taux de chômage entre la France et la zone euro, c'est du jamais vu. C'est-à-dire au détriment de la France. 2 points d'écart. Donc c'est ça qui, si tu veux, qui fait très mal. C'est que la zone euro, bon, finalement, elle arrive à s'en sortir bon an, mal an, et nous, le chômage est en train de déraper alors que la récession vient de commencer normalement, tu vois? Donc c'est évidemment ce qui va continuer. Regarde, par exemple, tu vois, en 2013, on avait également 2 points d'écart, mais là, c'était l'inverse. C'était la zone euro où il y avait plus de taux de chômage que chez nous. Là, maintenant, c'est l'inverse. 2 points d'écart pour la France. Donc au-dessus, effectivement, donc de l'ensemble de la zone euro. Donc là, tu vois, il y a bien un mal français. Il y a bien quelque chose qui est en train de se passer en France. La zone euro, c'est pas l'euphorie, mais ça risque quand même. Nous, on a ce taux de chômage qui augmente et jusqu'à présent, la France a évité le pire parce que justement, ce taux de chômage n'augmentait pas trop. Maintenant qu'il est à 8,2, évidemment, ça ne va pas arranger les choses et regarde bien, ça c'est donc les chiffres du mois de mai, hein, Eurostat, hein, tout à fait officiel et regarde bien, le taux de chômage de la Grèce, il est passé Ouais. sous le taux de chômage de la France. C'est-à-dire que maintenant la France est numéro 4 en termes de taux de chômage de l'Union européenne et donc si on a de la Suède, on est numéro 3 de la zone euro. Ça fait mal. C'est-à-dire que nous, justement, la France, parce qu'en plus, n'oublie pas que tu as beaucoup de ce qu'on appelle de traitement statistique et social du chômage. Il y a beaucoup de chômeurs qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ils sont là, mais ils ne sont pas dans les statistiques. Mais malgré cela, tu vois bien que tu es numéro 4 de l'Union européenne, numéro 3 de la zone euro. Il y a un problème là aussi. Donc nos amis grecs, évidemment, ils ont un taux de chômage maintenant inférieur à celui de la France. Et regarde bien, beaucoup plus bas dans le classement, l'Italie, ils ont 5 de taux de chômage. Mmh mh. Tu vois? Donc, tu vois, cet écart est énorme. Donc c'est ça qui aujourd'hui est inquiétant. Il y a vraiment un mal français sur le chômage et donc évidemment qui va alimenter, la récession. Je vous ai mis également ensuite le taux de chômage des moins de 25 ans. Donc voilà, 21,3 en France contre 14,7 dans la zone euro. Bon là, à la rigueur, vous savez qu'on a toujours eu un taux de chômage des jeunes plus élevé en France, que dans la zone euro. Bon, mais c'est une piètre, je dirais un piètre réconfort puisque tu vois bien qu'on est quand même 21,3. Ah malgré toutes les aides là aussi, toutes les formations et autres, bah, ça suffit pas. Donc ça montre bien que là, attention, il y a un vrai risque social et sociétal donc sur la France. Donc en termes de croissance, maintenant j'y arrive. Ah oui, non, j'ai oublié, perspective évidemment de chômage, oui, ça aussi c'est important. Parce qu'on a eu là, ça c'était donc le mois de mai. Si on voit ce qui s'est passé au mois de juin, donc indicateur donc de ce qu'on appelle le climat de l'emploi donc en France, donc c'est les entreprises qui répondent, hein, les chefs d'entreprise. Regarde bien, on est sur un plus bas depuis juin 2013, hors Covid. Plus bas depuis juin 2013. Ça fait quand même froid, tu vois? Il y a 13 ans, tu imagines? Et donc, à quel niveau était le taux de chômage en juin 2013? Regarde, c'est le graphique suivant. Et bien voilà, il était à 10,4, Mmh. tu vois? Donc là, on est à 8,2. Bon, même si on monte pas à 10,4 parce qu'il y a quand même, moins de population active, elle augmente moins qu'en 2013, eh bien, on peut quand même monter à 9,5 de taux de chômage, tu vois? Ouais, Il suffit d'ailleurs, de ce qui est inquiétant, c'est-à-dire que, Macron se félicitait aussi, du taux de chômage qui avait baissé sous son règne et on voit que finalement il va partir dans moins d'1 an et que, le taux de chômage ouais. revient
Mmh. Exactement. Tu as dit son règne, hein, mais c'est pas un roi, je te rassure, mais quand même Ouais, quand même, ouais. c'est vrai qu'il donne l'air qu'il a envie qu'on le prenne comme ça. Non, mais pour toujours dire que oui, c'est quand même le vrai danger. C'est-à-dire qu'on a une augmentation du chômage, donc bon, oui, jusqu'à présent, il y avait ce traitement social du chômage qui faisait qu'on n'avait pas trop de chômage. Maintenant, voilà, et le pire, c'est que parfois, on a des pénuries de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il y a du boulot, mais évidemment, on ne trouve pas la main-d'œuvre en face parce qu'il y a pas les formations en face. Donc c'est ça qui est complètement fou, tu vois? Alors je crois que je t'ai fait un dernier graphique sur, perspective de chômage, voilà, des ménages. Eux, ils voient même qu'on va monter à 10 de taux de chômage. Chiffre INSEE, hein, ça c'est l'INSEE, hein, qui le calcule, hein, donc ça vient pas de chez moi, hein, c'est vraiment l'INSEE, donc il y a les sources évidemment en bas. Donc tu vois, ça c'est la clé parce que si jamais, on a un tel taux de chômage, alors là, bien entendu, on peut avoir une crise sociale et sociétale dramatique. Donc voilà, c'est triste et voilà, et c'est la réalité de l'économie française malheureusement. Va Alors, maintenant, on termine cette, croissance. 2e partie avec vraiment les chiffres de croissance. Donc voilà, pour 2026, on serait sur une croissance de l'ordre de 1,9 pour les États-Unis. Ce sont mes prévisions, hein, bien entendu, hein, celles de CDF de mon cabinet. Tu vois, par contre, bon voilà, zone euro, Allemagne, France, c'est un beau tiercé entre guillemets de 0,4 de croissance, c'est très, très mou. Italie 0,6, Royaume-Uni 0,7, ça reste également, tu vois, la crise politique au Royaume-Uni, hein, on passe de 1,4 à 0,7 de croissance. C'est pas très, très bon. Et c'est quand même pire en France, 0,4 bien entendu. Pareil en Allemagne, c'est quand même pas génial. Donc voilà, ça veut dire derrière, là aussi, plus de déficit, donc plus de dettes. Si on voit maintenant les pays, qui s'en sortent pas trop mal, évidemment, on a toujours la Chine et l'Inde, mais quand même ça ralentit aussi 4 donc en Chine, 6 en Inde, donc même eux ne ils tirent la croissance mondiale, mais bon, ils ont du mal évidemment à la tracter avec, pour la Chine, une demande intérieure qui s'effondre. Les ventes au détail il y a quelques semaines, c'est une catastrophe en Chine, donc ça montre bien que la demande intérieure n'est pas là. Par contre, voilà, ils tablent sur leurs exportations, ils arrivent toujours à vendre, notamment au niveau européen, parce qu'on n'a pas de droits de douane vis-à-vis des produits chinois ou quasiment pas, donc ils se rattrapent. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont baissé de 20 mais évidemment les Chinois ont compensé avec, l'Europe, puis parce qu'on accepte évidemment les produits chinois, même parfois, qui ne respectent pas les règles européennes, tu vois? Donc c'est que ça pose évidemment problème. Bon voilà, sur le Japon, on l'a vu tout à l'heure, une petite croissance 0,9 ils pourraient faire un petit peu mieux, mais bon à surveiller. Voilà, 0,5 en Russie, 0,5 au Canada. Les amis canadiens, malheureusement, ils souffrent. 1 en Suisse et donc on tombe bien sur 1,8 de croissance pour, le monde en 2026. Donc voilà, on on a bien, je dirais, on corrobore les prévisions initiales. On est bien sur Mmh. 1,8 au niveau mondial. Heureusement qu'il y a la Chine et l'Inde, hein, d'ailleurs, hein, parce que Ah bah, sinon oui, oui, heureusement qu'il y a le monde émergent au sens large, parce qu'il y a une ouais, croissance ouais. qui est fait plus forte dans Mmh. ces pays-là, bien sûr. Mais c'est un peu logique, si tu veux, ils nous rattrapent. Mais, Rattrape, ce qui mais est bon, la ce qui est Chine, dangereux. ça a pas duré éternellement, hein. Ça fait plus de 30 ans qu'ils ont une croissance au-dessus de 5 Ah et bah, justement, ça y est, c'est fini. Ça fait déjà depuis, ouais, voilà, depuis l'année dernière déjà, ça fait déjà 2 voilà. ans qu'ils sont à 5. Donc Tu vois, pour ouais. la Chine, 5 de croissance, et a fortiori 4, c'est insuffisant pour augmenter le niveau de vie, de l'ensemble des Mmh. Chinois. Donc, c'est insuffisant. Donc c'est ce qui Mmh. fait que la demande intérieure n'est pas là. Donc, la Chine aujourd'hui, bien entendu, elle a un gros danger. C'est vrai que, sur les indicateurs des directeurs d'achat, avec la baisse des prix du pétrole, on s'attendait à un rebond très net de la croissance chinoise qui malheureusement n'a pas eu lieu. Donc on a bien quand même Mmh. ce drame qui est là pour l'économie chinoise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamisme, d'antan, si tu veux, en Chine. Mais comme tu l'as bien dit, heureusement qu'ils sont là, mais voilà, ça ne dure pas. Bon, c'est sûr que sur longue période, le PIB chinois a augmenté de 4 500 depuis les années Mmh. 80, hors inflation, tu vois? Donc bon, forcément, il faut bien que ça se calme un petit peu. Mais tout de même, là, ils sont en train de vivre là, cette Ouais, difficulté. Et par contre, l'Inde, évidemment, qui est devenue la locomotive de l'économie mondiale, tu vois, ils ont 6 de croissance, donc c'est elle qui apporte le plus de contribution à la croissance ouais. mondiale, c'est l'Inde. Donc l'Inde continue évidemment d'avancer, elle a pris des parts de marché à la Chine et la Chine n'arrive pas à les récupérer. Elle a toujours le pétrole russe qu'elle utilise, qu'elle revend à travers le monde, donc voilà, ça soutient et puis bien sûr, elle a une dynamique de croissance intérieure, c'est ça qui est important. C'est en interne que ça se développe aujourd'hui en Inde et ça, c'est quand même l'élément le plus favorable pour l'Inde. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la croissance mondiale. Donc c'est plutôt, on va dire, c'est pas catastrophique, c'est plutôt un bon chiffre, donc c'est plutôt bon, on va dire, pour les marchés boursiers. Sauf que attention, 1,8 de croissance, ça veut dire qu'il y aura quand même moins de profits, donc moins de dividendes, donc des marchés boursiers quand même qui, risquent de pâtir un petit peu, de cette croissance mondiale qui est là, mais qui est quand même moins bonne que par le passé. Ouais, On va en justement. parler tout à l'heure avec Antoine, bien sûr. Mais donc là, on est à la moitié du webinaire. Donc alors attendez, hop, et donc du coup, voilà, on est à la moitié, et maintenant je regarde si, bah, il y a pas de questions pour l'instant, donc n'hésitez Il y a pas, pas de hein. questions, tout est clair. Ouais, ouais, allez-y, allez-y, posez vos questions, on est là pour ça, hein. Voilà, n'hésitez pas à Ils poser sont vos timides, questions. cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Ça va Et pas du tout, hein, les amis, là. Faut vous réveiller, non, hein. tu as été extrêmement clair, donc tout le monde a tout compris, Ça donc doit être ça, ça doit être ça. Non, mais c'est surtout peut-être que voilà,
Oui. Il y a des bonnes nouvelles, donc ça va, il y a moins de questions quand il y a des bonnes nouvelles. Bon, il y a les 2. Parfois Alors, ils hésitent à poser des questions mais il faut surtout pas hésiter. n'hésitez pas, allez-y, on est là pour ça. Alors Heu, bon, par contre, c'est vrai qu'il y a voilà, il y a ce grand danger et évidemment là, maintenant, là, on va attaquer, la partie un peu plus compliquée malheureusement, de l'avenir, c'est ce qui se passe en France. Et là, je ne sais pas si on se rend compte vraiment ce qui s'est passé ces derniers jours parce qu'il y a eu quand même l'alerte du FMI, l'alerte de la Banque de France, l'alerte, de l'OCDE, l'alerte de la Cour des comptes et même maintenant à tel point que voilà, même les ministres, même le Premier ministre, voilà, ils nous disent: «Ouais, je dois tirer la sonnette d'alarme». C'est bien qu'il y ait effectivement un danger. Alors pourquoi cela? Ben voilà, on voit sur ce graphique, la dette publique continue d'exploser. mmh, Donc voilà ce chiffre, je ne sais pas si on s'est rendu compte, hein, au premier trimestre 2026, la dette publique française a augmenté de 75,6 milliards juste sur un trimestre. Tu te rends compte? Ce qui veut dire qu'au total, tu vois, là, ce chiffre, on est à 3 536,1 milliards d'euros. Voilà le niveau de la dette publique française. Donc je vous ai fait dans mon graphique également, le graphique habituel qui compare justement l'évolution, de la dette par rapport au PIB. Regarde bien, on était, pour ceux qui se souviennent, hein, ça ne nous rajeunit pas, hein, 65,5 en 2007, tu vois? Ce qui nous a permis de relancer la machine. Même en 2020, 22-23, on était à 110 et là voilà, 117,5 de dette publique par rapport au PIB et ce n'est que le début. Ça va évidemment continuer et donc voilà, le drame, c'est que cette hausse de la dette ne s'est pas traduite par une augmentation de l'activité économique, par une vraie croissance. Donc on voit sur le graphique suivant, donc là, on voit le comparatif augmentation de la dette publique, augmentation du PIB. Parce que c'est vrai que la dette, c'est un stock de dette, alors que le PIB, c'est un flux de revenus. Donc évidemment, les 2 ne peuvent ne pas forcément bien se comparer. Ce qui compte, c'est la variation des 2. C'est-à-dire que si effectivement ma dette augmente plus que mon PIB, ça passe. Par contre, regarde bien ce graphique de plus en plus triste, hein, plus les mois passent, plus ça devient horrible. Alors des fois on me dit: «Oui, mais vous l'avez déjà dit». Non, je ne l'ai pas déjà dit parce que c'est des nouveaux chiffres. Donc il y a 6 mois, c'était moins grave qu'aujourd'hui et donc regarde maintenant, reste sur le graphique d'avant, s'il te plaît, Antoine. On voit bien, voilà, depuis donc, 2020, hausse de la dette publique, 1 148,7 milliards d'euros et sur la même période, le PIB en valeur, ça veut dire augmenter de l'inflation, a augmenté de 573,7 milliards d'euros. Voilà, c'est pas compliqué, il manque 575 milliards d'euros qui ont disparu du circuit économique. C'est ça qui ne colle plus. C'est ça qui est très dangereux. Alors, je vous ai fait un petit zoom sur le graphique suivant depuis 2017, parce que tu parlais tout à l'heure, effectivement, du roi, entre guillemets, mmh, du règne d'Emmanuel Macron. Enfin, ouais, c'est une blague à part, à ton dire, mais bon, c'est vrai que ça y ressemble. Mais toujours est-il que voilà, voilà le résultat, si tu veux. On a donc une dette publique, qui a donc, explosé de 1 280 milliards d'euros et le PIB qui a augmenté de 770 milliards d'euros. Voilà, là ouais, aussi, il manque 510 milliards d'euros, tu vois? mmh, Donc, et ce qui est intéressant de voir, tu vois, c'est la fin du graphique parce que on peut dire: «Oui, bon, il y a eu le corona et cetera». OK, sauf que regarde bien, à partir de 2023, même 2022, allez, parce qu'il y a là aussi, il y a eu le dérapage de la dette, OK, mais regarde bien 2023. En 2023, il y avait plus rien. Il y avait bon, il y avait pas de choc particulier. Bah, ça continue, regarde la courbe rouge, elle explose alors que la courbe bleue, c'est le PIB, tu vois? Elle est en train de ralentir. Ça, c'est la preuve que cette augmentation de la dette est contre-productive. Elle génère un ralentissement de notre activité. Tu vois bien? Donc, c'est ça qui n'est plus supportable. Alors, je vous ai fait le graphique sur longue période évidemment, donc depuis 2007, c'est le graphique suivant, où là, on voit, voilà, dette publique. Donc ça, on s'arrête au premier trimestre 2026, hein, parce que ça sera pire évidemment ensuite. 184,1 de hausse de la dette publique et sur la même période, le PIB en valeur, c'est-à-dire augmenté de l'inflation, a augmenté de 60,7. Voilà, du simple au triple. C'est ça qui n'est plus supportable, qui n'est plus acceptable et si tu regardes le même graphique en Allemagne, regarde bien, alors on s'est arrêté à 2025 parce qu'il y a pas encore les chiffres, donc du 1er trimestre 2026 en Allemagne. Voilà l'horreur. Dette publique, 75,8 de hausse. Tu imagines mmh, plus de 110 points d'écart en plus de hausse de la dette par rapport à l'Allemagne. 110 points d'écart. Il y a un problème. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que tu vois en Allemagne, le PIB en valeur, il augmente plus que la dette. Donc là, ça passe. Et évidemment, chez nous, sur la même période, ça fait 60. En Allemagne, ça fait 80,8, tu vois? Donc bien sûr, il y a eu l'inflation derrière, mais quand même, tu vois?
Mmh. ça colle pas. Donc là, évidemment, ça peut passer. Tu peux accepter que ta dette augmente si ton PIB en valeur augmente plus que ta dette. Ce qui évidemment n'est pas le cas malheureusement en France. Et alors je vous ai fait un petit graphique pour nos amis suisses, je sais qu'il y en a pas mal qui nous écoutent. Voilà, alors là c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as un PIB en valeur qui a augmenté de 41,5 parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'inflation évidemment en Suisse, qu'en France ou en Allemagne. Mais surtout regarde la dette publique, 16,6. Donc là, c'est l'inverse. C'est-à-dire le PIB en valeur a augmenté 2,5 fois plus que la dette. Tu vois? Et en plus, les Suisses, ils veulent toujours pas s'endetter, tu comprends? Donc, voilà. Alors je dis pas qu'il faut en arriver jusque-là, mais quand même, là, tu vois le travail qui est effectué et puis malheureusement, le dérapage chez nous. Alors, je vous ai fait un petit tableau, là, qui est franchement incroyable. Voilà, pour comparer justement ce qu'a fait la France. Donc là, pareil, pour bien comparer, je m'arrête en 2025, donc de 2007 à 2025. Voilà. Donc, et vous voyez, ce qui est important de voir, c'est le coefficient d'écart. Ça veut dire, donc c'est la dernière colonne. Première colonne, vous avez augmentation de la dette publique, donc de 2007 à fin 2025. Deuxième colonne, sur la même période, l'augmentation du PIB en valeur, donc augmenter de l'inflation. Et donc la troisième colonne, c'est l'écart entre l'un et l'autre. Donc, Ouais. tant qu'on est au-dessus de 1, ça veut dire que la dette augmente plus que le PIB. Bon. Et quand on est dans le vert, voilà, sous les 1, c'est l'inverse. Donc, voilà, sur la France, on retrouve ce chiffre dramatique, hein, 3 fois plus de dette, d'augmentation de la dette que d'augmentation du PIB. Tu vois, même l'Italie, où évidemment, eux aussi, ils ont dérapé quand même, c'est que 1,9 fois plus. La zone euro, 1,7 fois plus. Le Portugal, 1,6 fois plus. Pourtant, en 2007, il y a eu eux aussi, ils ont eu 2 crises, hein. Ils ont eu Mmh. 2008 et ils ont eu le corona ensuite, tu vois? C'est-à-dire, on a eu la même crise. On a la même monnaie, tu vois la différence, de réaction. Alors certains vont dire: «Oui, mais la France, évidemment, a une armée et cetera». Certes, il y a une armée, mais on voit bien que globalement, il n'y a pas là non plus, je dirais, de dérapage des dépenses militaires. Peut-être que demain ça va arriver, mais bon, on voit bien que ça ne suffit pas à justifier cet écart, si tu veux, énorme entre les Justement, différents pays de je la zone me euro. permets de t'interrompre. Il y a une Oui? question par rapport à cela, j'ai Laurence, qui nous demande si on peut expliquer quels sont les postes de dépenses qui creusent le plus la dette française? Et voilà, alors c'est ça le drame, si tu veux, c'est que alors, ce qui augmente le plus d'abord dans la dépense publique, ce sont effectivement les dépenses de fonctionnement. Donc c'est même pas le social, ce sont les dépenses de fonctionnement qui expliquent effectivement cette augmentation de la dette. C'est-à-dire, elles ont augmenté ces dépenses de fonctionnement de 105 milliards d'euros depuis 2021. Tu imagines? On est maintenant toutes les dépenses de fonctionnement, c'est quasiment 33 des dépenses publiques. Donc c'est ça qui colle pas, si tu veux, c'est que l'argent est là, mais il est mal utilisé. Tu vois, on a vu la canicule dernièrement, bah, on est numéro 1 du monde des dépenses publiques, mais où va l'argent? Parce que, Mais je voilà, dès qu'il y a le moindre problème, que ça soit le pétrole, que ça soit voilà, la canicule, bah, il y a personne. Ou même on peut parler de la justice et cetera. Où est l'argent? L'argent est là, mais il va pas là où il faut. Donc il est gaspillé. C'est tout simplement, c'est du gaspillage. Il est mal utilisé. Il y a pas de raison que d'autres pays, évidemment, s'en sortent. Alors après, c'est vrai qu'il y a des zones d'opacité. On sait qu'il y a des milliards d'euros qui ont disparu, qui ont été à l'étranger notamment, mais on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Ça, c'est l'omerta. On ne peut pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas les chiffres. Mais moi, ce que je vous dis, c'est au niveau global de la dette, voilà, là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, tu vois? Regarde, même nos amis belges qui sont également nombreux à nous écouter, tu vois, l'écart entre l'augmentation de la dette et le PIB, c'est 1,3 point. Donc, tu vois, pourtant, la Belgique aussi parfois a dérapé, voilà. Et donc si tu Ouais. prends la zone euro hors France, 1,4 point, tu vois? Alors, bon, après il y a les pays justement où c'est l'inverse, où la dette publique a moins augmenté que le PIB. Alors, on a vu tout à l'heure l'Allemagne, mais également les Pays-Bas, par exemple. Tu vois? Donc c'est possible. Et alors pour ceux qui me disent à chaque fois: «Oui, mais les Américains, ils font pire que nous». C'est vrai que la dette publique américaine, alors voilà, notamment, là, on sait que c'est des dépenses militaires notamment, mais la dette publique américaine a augmenté beaucoup plus que la nôtre, tu vois? 311. Ça a été énorme, hein, depuis 2007, mais en échange, leur PIB en valeur a augmenté de 121. C'est-à-dire que cette dette, elle a été justement pas trop mal utilisée. Elle a été notamment pour l'investissement, pour l'innovation. Donc ce qui fait que voilà, toutes, les fameuses GAFAM, l'entreprise de l'IA, il y a quasiment que des américaines, tu vois? Et donc voilà, il y a quand même un rapport de 2,6 fois plus quand même, c'est beaucoup, mais bon, comme les États-Unis, c'est justement, ils jouent ce rôle de gardien du gendarme du monde et cetera, bon, on comprend, hein, où va une partie de ces milliards, mais malgré cela, il y a quand même, moins de décalage par rapport à la France. Donc si tu veux, on voit bien qu'il y a un problème français. C'est-à-dire que là, il Mmh. y a bien ce dérapage complet, si tu veux, des finances publiques françaises et donc de cette dette publique. Donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. Et malheureusement, voilà, je vous ai fait parce que encore une fois, si ma dette publique augmente, mais que ma richesse par habitant augmente, bon pourquoi pas? Donc je vous ai fait un petit calcul aujourd'hui, bah, ça va pas vous faire plaisir, mais je suis désolé, hein, donc voilà, aujourd'hui la dette publique par habitant,
Regardez, depuis 2007, a augmenté de 152,5. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc c'est début 2026, hein, on n'est pas encore le deuxième trimestre, on a 51 188 € par Français de dette, enfin par résident français du moins, c'est-à-dire que par, citoyen qui habite en France. 51 188 €. Tu imagines? C'est pas rien quand même. Alors je vous rassure, on va pas vous demander de les payer, mais bon, ça fait quand même froid dans le dos. Voilà. Alors dette publique par rapport au PIB, ça a augmenté de 52 points, je l'évoquais tout à l'heure, mais regarde bien. Donc PIB en valeur, on l'a vu, 60,7 de hausse, donc un rapport de 1 à 3, mais ça c'était intéressant. PIB par habitant en valeur, tu vois? Donc dette publique par habitant depuis 2007, plus 152. PIB par habitant, plus 42. Mmh. Tu vois bien qu'on ne peut plus continuer comme ça, Ah tu vois? oui, c'est Et sûr. donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce qu'on ne se rend pas compte, moi ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu ça. On a le FMI, l'OCDE, la Banque de France, la Cour des comptes, tout le monde est en train de paniquer, en train de nous dire: «Il faut que la France s'arrête, c'est qu'il y a un problème». Et si tu veux, voilà, le drame, c'est que, rien n'est fait. Et si tu veux, ici même dans nos podcasts, hein, il y a déjà quelques mois, j'annonçais qu'on allait avoir un déficit public de 6 du PIB. Cette année, on me dit: «Mais non, pas du tout, on sera à 5 et cetera». Et voilà, aujourd'hui même le gouvernement l'admet. Mmh. Tu vois? Donc voilà, j'essaye que de faire mon métier, de dire effectivement la vérité, de dire les choses et on voit bien que c'est aujourd'hui en train de déraper et c'est ça, qui est très dangereux. Si on voit sur le graphique suivant justement, donc là on voit bien cette hausse de la dette qui est là, liée à l'augmentation effectivement des déficits et donc voilà, d'autres pays, par exemple l'Allemagne, ont pu faire des excédents publics. Tu Mmh. vois? De 2013 à 2019, il y avait des excédents publics en Allemagne, donc qu'on me dise pas que c'est impossible. Bien sûr que c'est possible, mais il faut avoir une volonté. Même les États-Unis ont fait des excédents dans les années 2000, tu vois? Donc bon. Alors là, on voit, donc le ratio dette publique par rapport aux recettes publiques, tu vois? Alors c'est 225 du PIB. Alors, j'ai vu que j'ai eu beaucoup de questions, donc ces dernières semaines sur l'ensemble de la dette. Alors d'abord dette publique, parce qu'on me dit: «Oui, mais c'est surtout les collectivités locales et cetera». En fait, voilà les chiffres de l'INSEE, hein, je n'invente rien. 81,7 de la dette publique française, c'est l'État qui l'a fait. L'État, d'accord? Si on ajoute les fameuses ODAC, tu vois qu'on est à quasiment 84. Donc, Mmh. elle est là la dette, tu vois? Après, c'est vrai que là où ça augmente le plus, voilà, on a la dette, des collectivités locales, ça augmente de 32 depuis le début de l'année, depuis 2019, mais tu vois que la dette de l'État, 51 de hausse. Ça augmente plus, tu vois? Et administration sociale, plus 55 de hausse. Donc c'est ça qui va encore plus augmenter demain. Tu vois? Donc quand on te dit: «Oui, c'est à cause de, la retraite, de machin et cetera». Oui, la retraite, effectivement, de la fonction publique qui coûte, 60 à 80 milliards d'euros chaque année, tu vois? Mais Juste petite ici question sur, qu'est-ce qu'appelles-toi les dépenses de fonctionnement? voilà, C'est ça c'est une question évidemment, que j'ai régulièrement. C'est très simple, hein, les dépenses de fonctionnement, ce sont les salaires, les traitements, hein, donc de la fonction publique et après tout justement toutes les f tous les frais de fonctionnement. Ça veut dire en fait, voilà, tu vas avoir une voiture de fonction, tu vas avoir effectivement, tu vas commander une étude à un cabinet McKinsey par exemple, tu vois? Tout ça, voilà, c'est ce qui permet le entre guillemets, «le fonctionnement de la collectivité». C'est la définition de l'INSEE. Donc, par exemple en France, tu as quasiment 600 000 élus. C'est énorme. Donc tu vas me dire: «Oui, mais certains et parmi ces élus ne sont pas payés ou très peu payés». OK, mais eux, ils ont des frais de fonctionnement. C'est-à-dire, ils vont prendre, voilà, la voiture de fonction, la secrétaire, le chauffeur, le ci, le là, les et cetera. Donc alors à chaque fois, on dit: «Oui, mais c'est quelques millions d'euros». Oui, mais des millions d'euros, multipliés par, X millions, entre guillemets, voilà, ça fait des milliards. Tu comprends? Mmh. Donc c'est ça qui aujourd'hui ne colle plus. Donc il faut repenser complètement la dépense publique et ce qui est fou, c'est que là, on commence à rentrer dans la campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'on propose? Oui, bon, des petites économies à droite à gauche, mais ça va pas c'est pas ça qui va changer le schmilblick, hein. Il faut complètement repenser la dépense publique et moi, ce qui me fait très peur, c'est que je vois aujourd'hui, bah, on va dire: «Ah bah tiens, on va un petit peu augmenter les impôts, on va faire ci, on va faire» non, ça serait une catastrophe. On est déjà numéro un du monde des impôts. Si on augmente encore les impôts, évidemment, ça va encore, casser l'activité économique et donc ça va aggraver la récession, augmenter la dépense publique. Alors voilà, donc j'ai fait un petit dernier slide parce que j'ai beaucoup de questions. On me dit: «Mais c'est quoi ça? C'est la dette publique. Mais c'est quoi la dette totale?» Ouais. Alors, donc voilà la dette totale. Donc on vient de l'avoir sur la dette publique. Pour les ménages, c'est 1 750 000 €, donc notamment la dette immobilière. Les entreprises, c'est 1 250 000 000 donc ce qui veut dire que tu as 6 536 000 000 €, 217 du PIB. Mais si tu ajoutes en plus le hors bilan, parce que le hors bilan, de la fonction publique, c'est 4 000 000 tu vois? Mmh. Donc c'est-à-dire qu'au total, en fait, la vraie dette publique, on est à 10 000 milliards d'euros.
en plus de 10 000 milliards d'euros en France. C'est ça la vraie dette totale, si tu veux, publique et privée, tu vois? Donc 10 500 milliards, donc 349 du PIB. Mais à la rigueur, si, avec une telle dette, on avait une croissance forte, un chômage qui baisse, on pourrait dire: «Au diable l'avarice» et c'est exactement l'inverse qui se produit et je veux pas vous inquiéter, mais quand même, il y a eu le rapport de la Banque de France, vous savez que ça fait déjà des mois, voire des années que je demande à la Banque de France qu'elle nous dise qui sont, les 56 qui détiennent notre dette. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 56 de non-résidents qui détiennent la dette publique française. Mmh. Jusqu'en 2020, on connaissait les nationalités de ces 56. Bon, à l'époque, il y en avait moins de 56, mais bon, en tout cas, on connaissait les nationalités des non-résidents qui détiennent notre dette. Aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait pas et c'est ça qui est très, très dangereux. Alors, comme vous le savez, on a changé de gouverneur de la Banque de France, donc peut-être qu'il y a une évolution parce que la semaine dernière, enfin il y a 15 jours précisément, il y a une étude de la Banque de France qui a été publiée. Alors elle répond pas encore à mes questions, mais donc elle nous a dit: «Oui, la crise actuelle ressemble de plus en plus à la crise des subprimes» et cetera. Donc elle parle des États-Unis et à la fin de l'étude, il y a un petit chapitre qui est passé presque inaperçu, mais moi je l'ai vu évidemment, dans lequel elle nous dit un truc incroyable. Elle nous dit qu'en fait, la Banque de France s'inquiète, de l'augmentation des hedge funds Mmh. qui détiennent la dette publique française. Ah oui. Ah mais ouais, 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 ouais. Tu te rends compte la bombe que c'est ça? Mmh. Et c'est passé inaperçu. Donc ça, c'est en train de nous dire que déjà, tu as 56 de notre dette qui est détenue par des étrangers et en Mmh. plus, dans ces 56 tu as de plus en plus de hedge funds. Tu veux Le spéculatif. quel type de pays a besoin des hedge funds pour financer sa dette? C'est les pays justement qui ne sont pas crédibles, c'est les pays qui Ouais. sont, triple B ou, tu vois? C'est-à-dire, ils vont tellement mal qu'ils vont appeler les hedge funds. Normalement, c'est pas les hedge funds qui détiennent les dettes publiques de pays comme la France. Là, c'est notre cas. Tu Mmh. vois donc? C'est énorme. Alors, Mmh. bon, on va pas trop en parler, mais donc moi je pense très honnêtement parce que, je l'évoquais dans le podcast il y a 15 jours, il y a une petite surprise depuis, donc on a eu la baisse des prix du pétrole. Donc normalement la baisse des prix du pétrole, ça fait baisser les taux d'intérêt des obligations d'État. Oui. D'accord? Puisqu'il y a moins d'inflation, donc fait b là c'est pas le cas. Mmh. Donc on reste sur des taux d'obligations d'État français, on est à plus de 3,7 à l'intérieur, je regardais. Le spread de taux, il y a 80 points de base de spread avec l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mmh. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi le gouvernement panique. Parce Ouais. qu'il doit avoir, je pense, des difficultés pour financer notre dette. Parce qu'habituellement, tu sais, on achète, notre dette sans problème. Là, si tu as besoin des hedge funds pour acheter ta dette, c'est que tu as un problème, tu vois? Justement, il y a 2 alors ça fait suite à 2 questions qui ont été posées. C'est étant donné qu'on s'achemine vers une crise, quand même sociétale en France, comment orienter son épargne, en fait? Puisque si, nos livrets, nos assurances-vie vont trinquer, que faire avec ces fonds et vers quelle orientation, Bah, d'investissement? moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, bon, j'espère On que est je pas en pense pas finale? que l'État français va pas rembourser sa dette, on n'en est pas là, bien entendu, mais ça veut dire que si on a besoin de l'argent, effectivement, bah, il faut pas acheter des dettes publiques, françaises. Il faut Mmh. pas acheter des obligations de l'État français. Il faut, alors, à la rigueur, acheter des actions sur du long terme, acheter des valeurs refuges, du franc suisse, voire du dollar, de l'or, comme je l'évoquais tout à l'heure, tu vois? Mais rester sur les obligations d'État aujourd'hui ou les Ouais, fonds euros, ça, si tu veux garder ta dette, évidemment, 10 ans, mais sinon, si tu as besoin de l'argent avant les 10 ans, ça peut être quand même dangereux, ouais, c'est plus dans le tu vois? il Donc faut non, des non, liquidités. mais encore une fois, je dis pas ça de gaieté de cœur, mais non, il faut être prudent. Il faut être Mmh. prudent et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est quand je vois, les candidats à la présidentielle ou même, les actuels dirigeants nous dire: «Oui, mais il y a beaucoup d'épargne en France, bah, tiens, ça serait pas c'est tellement tentant de puiser un petit peu, d'augmenter l'imposition sur l'épargne». Faites attention, parce que je veux dire, non, pas là. Encore une fois, c'est mon rôle de dire la vérité, donc non, là, on est à la fin du film, si tu veux, on est quasiment au générique de fin, si tu veux. Alors, on connaît déjà la fin, mais on se dit peut-être qu'il va y avoir une surprise dernier moment, si tu veux. Mais non, tu la connais la fin. C'est-à-dire que, voilà, c'est, l'État français qui va avoir du mal à se financer et donc les taux d'intérêt vont exploser et là, ça va faire de la récession et cetera. Donc voilà, c'est, voilà, nos dirigeants nous ont mis une situation catastrophique et il faut payer. Donc moi, La seule voilà. question qu'on soit finalement se poser, c'est quand est-ce que ça va arriver finalement? Parce que ça, Ah ça voilà, va le problème, c'est effectivement en fait, très honnêtement, ça aurait dû avoir lieu depuis longtemps, ouais. mais ça n'a pas eu lieu. Je veux dire pourquoi? C'est très simple, c'est comme pour la crise des subprimes. Pourquoi la crise des subprimes n'a pas explosé en 2006 ou en 2005? C'est parce Mmh. que jusqu'en 2007, les agences de notation maintenaient le triple A des dettes subprimes.
ne l'oublie pas, c'est-à-dire des titres, de la titrisation sur la dette suprême. Ils maintenaient le triple H quand? Jusqu'à l'été 2007. Et puis après, du jour au lendemain, ah ben non, non, ça vaut plus rien. Ah oui, mais bon, il fallait le dire avant, tu vois? Ben là, c'est pareil. On maintient encore, si on prend Moody's, on est à double A- sur la France, même Mmh. Fitch et Standard and Poor's, on est à A+, c'est encore une très bonne note pour la France. Et donc moi, si tu veux, cette étude de la Banque de France, que toi, c'est la Banque de France et c'est pas moi, c'est la Banque de France. C'est sérieux, je pense, quand même, la Banque de France, tu vois? Oui, Enfin, j'imagine. Donc, et puis, tu vois, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a eu un changement de gouverneur, tac, du jour au lendemain, même si l'étude, à mon avis, elle était déjà depuis longtemps, mais là, on a dit la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, donc c'est l'économiste, enfin, c'est la sous-gouverneure de la Banque de France qui s'appelle Agnès Benassi, Keri, que je connais bien, qui est une économiste depuis très longtemps. Peut-être qu'elle s'est dit: «Bon là, faut arrêter de masquer la réalité, quoi». Mais moi, je trouve ça très fort. Alors, personne n'a rien compris ou personne ne veut faire semblant de pas comprendre. Le fait de dire qu'aujourd'hui, elle s'inquiète, la Banque de France s'inquiète de la quantité de hedge funds qui achètent nos dettes, bah, je sais pas mmh. qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour les enfants là? Parce qu'il faut vous réveiller, tu vois? Donc je sais que c'est les vacances, voilà, on a envie de kiffer, c'est les vacances et cetera. Mais bon, c'est la torpeur de l'été, c'est la canicule, OK. Mais à la rentrée, ça va être chaud. Alors tout le monde dit: «Oui, mais bon, la France va gagner la coupe du monde de foot, donc tout ira mieux». Oui, d'accord, Mmh. ça sera une bonne Ça, nouvelle, c'est 2 semaines, mais quoi. c'est C'est pas pas ça qui va faire que les hedge funds n'achètent plus notre dette. Tu vois ce que je non, veux bien sûr. dire? Donc non, il faut être prudent. Je pense, et donc voilà, la datation, voilà, Alors c'est évident. alors justement, bon, on va terminer On va ce terminer. Voilà, à toi maintenant, Antoine. Ah oui, il y a des questions non, et il faudrait que effectivement, j'y alors, réponde. c'est vrai que souvent il y a une dichotomie entre, économie finalement et marché financier. Parce que quand on regarde les marchés financiers aujourd'hui, tout est beau dans le meilleur des mondes. Alors justement, je suis revenu un peu sur, bah, le premier semestre finalement. Donc le premier semestre a été porté par la technologie et la finance, c'est-à-dire la banque en général. On a eu, donc sur le CAC 40, alors évidemment, on va me dire le CAC 40, c'est pas la France, hein, puisque c'est 80 du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger. Mais ça reste quand même l'indice de référence français que la majorité des investisseurs regardent. Et quand on regarde cet indice, il est proche des plus hauts historiques, hein, puisqu'on est aujourd'hui à 8 500 points et le plus haut, c'est 8 006. Mais même quand on regarde les indices de mid et small, eh bien, les indices sont quasiment au plus haut aussi. Donc, en fait, on voit que la finance, en tout cas, le marché boursier en France se porte très bien. On a donc une hausse de 7,5% au deuxième trimestre, hein. C'est la meilleure performance depuis le premier trimestre 2024 et on progresse de 3% depuis le début de l'année. Alors, en termes de meilleure performance, eh bien, on va retrouver ST Microelectronics. Alors ça, effectivement, on a toute cette hype autour des puces. Et heureusement, alors on peut se dire, pour une fois, bah, on est dans le bon train, bah, on a une société française, alors franco-italienne, qui profite eh bien, de ce bond des semi-conducteurs avec une hausse de quasiment 200% pour la valeur. Donc évidemment, c'est la meilleure performance du CAC. Et ensuite, on a ArcelorMittal, soutenu par une reprise des métaux, et BNP Paribas quand même, 25% de hausse au premier trimestre. Et BNP Paribas est au plus haut historique. Et on a dépassé d'ailleurs les niveaux de 2008 sur BNP, hein, parce qu'on a, sur le secteur bancaire, on a cette crise des subprimes dont tu parlais, qui a été très, très négative pour les banques européennes et bon, toutes les banques mondiales, mais les banques européennes ont eu du mal à s'en remettre. On a mis quasiment 20 ans à retrouver les plus hauts sur les banques françaises. En revanche, du côté des baisses, eh bien, on va avoir Stellantis, hein. Donc, c'est vrai que Stellantis, alors là, bah, c'est l'effondrement en fait, hein, puisqu'on est passé sous les 5 euros quand même, l'action. On nous vantait, hein, cette fusion-acquisition, comme, voilà une très belle aventure. Bah, ça se solde par, quasiment un titre qui va vers qui se rapproche, enfin, qui se dirige vers, les zéros. Alors on espère vraiment que cette société ne disparaisse pas parce qu'il y a quand même des centaines de milliers d'emplois, notamment, bah, c'est Peugeot, et Citroën, hein. Et donc bon, bref, en tout cas, une baisse de 46%. On a ici Luxottica, alors là, c'est plus un retour, à la normale, j'ai envie de dire, pour Essilor qui avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé et on a finalement un titre qui revient sur ses niveaux, finalement de 2024. Donc pas vraiment d'inquiétude, même ça peut être, c'est un bon point d'entrée, même si c'est pas un conseil évidemment. Et Capgemini, alors Capgemini, bon ça a souffert du secteur pénalisé par tout ce qui est services informatiques, hein. On l'a vu en début d'année avec
l'intelligence artificielle qui pourrait, eh bien, remplacer toutes ces, sociétés de services informatiques. Donc on a une baisse, pardon, de 38. Pour revenir sur le stock 600 Europe, là, les meilleures performances, c'est intéressant, je voulais revenir là-dessus parce que les 5 meilleures perfs, c'est 5 sociétés qui sont dans des puces. Donc STMicro, Infineon, c'est, l'équivalent allemand. Alors Nokia, donc très intéressant parce que Nokia, on n'en entendait plus parler, parce qu'à l'époque, ça faisait des téléphones portables, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. En fait, Nokia aujourd'hui fait des infrastructures pour l'intelligence artificielle, donc des infrastructures réseau et cetera. Donc on a un titre qui est passé, de 6 € à 17 € et après 2 sociétés, aussi, hollandaises qui progressent de, quasiment 100 depuis le début de l'année. Donc on va toute cette demande, et cette, hausse, qui est portée par les semi-conducteurs, et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que, bah, on n'est pas, alors même si tout se passe, enfin pas tout, mais une grosse partie se passe aux États-Unis et en Chine, eh bien, on a quelques sociétés européennes, qui sont là et qui en profitent, tant mieux pour nous. Alors maintenant, bah, le premier semestre, il a été porté, bah, par, je disais, par la techno. On a le Nasdaq qui progresse de 18. Donc c'est les géances d'intelligence artificielle, semi-conducteurs, infrastructures de calcul, qui ont porté, le Nasdaq et alors grande surprise, alors je ne sais pas si c'est une grande surprise, mais en tout cas la surprise du trimestre, enfin du semestre pardon, c'est, la Corée du Sud. La Corée du Sud qui prend 100. L'indice de Corée du Sud depuis le début de l'année, porté par 2 valeurs. Alors attention à la concentration des valeurs, hein, puisque, il y a que 2 valeurs, Ah oui. qui font l'indice. Donc c'est Samsung que tout le monde connaît et SK Hynix. Alors ça, c'est beaucoup moins connu, mais, SK Hynix, c'est une fabricant de mémoire et donc ça, c'est aussi été publicité. Donc effectivement, tout ce qui est mémoire HBM, indispensable aux accélérateurs d'IA. Donc les fabricants de mémoire sont devenus en fait des acteurs essentiels dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et ça, bah, c'est le vrai moteur des marchés. Mais attention toutefois parce que, quand on voit des hausses aussi, fortes, eh bien, on sait qu'on a, on l'a vu avec l'or par exemple, un retour de bâton à un moment donné, une correction qui pourrait, arriver. Voilà, donc maintenant, évidemment, bah, pour le 2 semestre qu'on attend, eh bien, c'est une rotation sectorielle, avec, justement, On n'entend plus les Antoine. on n'entend plus? Ah voilà, non, c'est bon. Il y avait un petit cheval, ça a coupé là, ouais, ouais. Ah oui, pardon. Je vois qu'il y a une connexion instable. Hem Voilà, donc du coup, non, ce que je disais, c'est pour le second semestre, en fait, on va déjà faire attention parce que on a une hausse assez fulgurante qui a démarré avec le conflit, au Moyen-Orient et donc on a ce Nasdaq, ces valeurs tech qui ont pris, énormément, qui ont pris 30 en fait depuis le mois de mai, mois d'avril, mois de mai et donc on pourrait avoir potentiellement un retour de bâton. Moi, je pense pendant l'été, on pourrait avoir une correction qui peut arriver, car, effectivement, eh bien, toutes ces valeurs tech sont montées trop, trop vite. Donc très souvent, on peut avoir une correction durant l'été. On va avoir les résultats d'entreprise qui vont arriver là, courant du mois de juillet. Donc on va voir si ces résultats d'entreprise vont prendre le relais, ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on anticipe chez eToro, c'est un retour vraiment des banques, et les banques ont commencé à bien performer. On l'a vu avec BNP, mais aussi aux États-Unis. Donc avec ce maintien des taux élevés, donc les banques vont en profiter et aussi, eh bien, retour, de tout ce qui est tourisme, puisque bon, on a la coupe du monde, donc comment dire? Un effet saisonnier sur le secteur du tourisme, donc c'est transport, et compagnies aériennes et voyages et donc du coup, on anticipe ça aussi avec la réouverture du Moyen-Orient, du coup, bah, on anticipe que le secteur du tourisme reprenne en bourse, voilà, donc ça c'est nos prévisions pour la fin d'année. Oui, moi, juste, un petit bémol quand même, c'est les banques, je pense, c'est là où je suis moins moi, je pense qu'il y a un grand ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un grand danger, qu'on ne voit pas, qui est effectivement cette crise financière qui arrive. Alors, après on va pas la da pour la dater, donner une date précise, c'est compliqué. Moi, je pense que, voilà, quand je vois Mmh. BNP qui retrouve les niveaux de 2008, voilà, Mmh. pour moi, ça m'inspire pas confiance, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mmh. surtout, je pense que le danger, il vient de France.
Donc voilà, on va voir, effectivement, parce que bon, bien sûr, si on cherche des bonnes nouvelles, tu peux dire aussi, Céline Dion qui arrive en France, ça va faire du tourisme, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, Non, non, mais bon, non. blague à part. Ce qu'il y a pas là, c'est que non, il faut, d'un point de vue financier, moi, je suis quand même un petit peu inquiet parce que là, encore une fois, c'est la Banque de France qui le dit, c'est pas moi. On a été trop loin. Je pense que donc tu as besoin, si tu veux, tu as besoin de revenir, tu vois, de remettre le curseur, dans le bon chemin. Là, on était un petit peu trop loin, notamment, sur le secteur financier. Donc voilà, faut être prudent, tout simplement, mais bon, encore une fois, sur le long terme, évidemment, les actions sont toujours Après, il y a aussi les meilleurs stress tests, investissements, hein. qui vont être faits, les stress tests, qui vont être faits, bah, durant l'été, donc ça peut donner un avis. Mais effectivement, après, c'est vrai qu'on a les banques qui ont bien performé, hein, depuis 1 an maintenant. Après, Mmh. c'est possible qu'il y ait une prise de bénéfice dessus. Voilà, mais bon, après non, c'est forcément, s'il y a une crise qui se déclare, les banques sont en première ligne en général et c'est elles qui pâtissent le plus, donc effectivement, Ah, ça puis surtout, comme je le montrais tout à l'heure, c'est qu'en 2008, quand il y a eu les crises pour les banques, bah, il y avait les États qui étaient là pour les soutenir finalement. C'est-à-dire que bon, voilà, il y avait une crise, du secteur «privé» entre guillemets. Sinon, tu as une crise du secteur public, c'est-à-dire tu as une crise de la dette publique. Qui va aider les États? Tu vois? mmh Chez Martien peut-être, je sais pas, ça va être compliqué. Donc voilà, donc il faut être prudent. Par contre, c'est sûr qu'il y aura, voilà, il y aura comme toujours des gagnants et puis des perdants. C'est-à-dire qu'il y aura, évidemment, peut-être, les Chinois, les Américains qui vont encore tirer leur épingle du jeu et puis la France, la zone euro, on sera encore les dindons de la farce malheureusement. Donc faut être, je pense, quand même prudent. Donc voilà, on sera là bien sûr pour vous accompagner, bien entendu, mais moi encore une fois, quand je vois des banques centrales ou des FMI, des OCDE et cetera, qui tirent la sonnette d'alarme comme ça, c'est très rare. Donc soit ils se mh. trompent aussi, hein, pourquoi pas? Comme on dit, les marchés ont toujours raison, soit il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas parce que toutes les crises que j'ai connues, j'en ai connu quelques-unes maintenant, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qui est en train de se produire, mais qu'on ne voit pas, par définition. Et voilà. Et là, ça me donne ce même sentiment. Donc voilà, il faut rester quand même prudent pour la rentrée. Donc d'où l'importance de voilà, d'avoir des valeurs refuges, également dans son portefeuille. Mais bien sûr, sur les marchés d'actions, sur le long terme, il y a pas de problème, même quand il y a des cracks, même si tu achètes au sommet d'une bulle, que tu as un crack derrière, à 10 ans plus tard ou même peut-être même Et voilà, avant, tu as oublié le mais crack. Donc voilà. mais effectivement, mais je pense quand les marchés sont au plus haut, on dit souvent de garder des liquidités quand même. Parce que vous pouvez pas être à 100 investi lorsque les marchés sont plus hauts. Parce que quand il y a une correction, et bah, vous pouvez plus réinvestir justement, vous avez plus de liquidité. Donc aussi, un des moyens, c'est garder du cash, hein, dans votre portefeuille finalement, puisque bon, c'est aussi une bonne manière. On a juste une question qui me demande: que pensez-vous du secteur de la reconstruction dans le domaine de la défense? Alors justement, bah, le domaine de la défense a énormément progressé. Alors on a les gouvernements qui ont augmenté leur budget, notamment en Europe, mais c'est vrai que les valeurs défense, je pense qu'elles ont donné beaucoup, elles ont déjà donné, quasiment tout ce qu'elles pouvaient donner, hein. C'est pas vraiment la thématique à mon avis qu'il faut privilégier, parce qu'on a des valeurs comme Rheinmetall en Allemagne, hein, qui ont pris plus de 10 000 donc je pense qu'à un moment donné, ça va se détendre. Thales en France aussi, elle est au plus haut du plus haut, donc je pense que c'est pas forcément, le bon timing, voilà, tout ceci évidemment n'est pas un conseil en investissement et bon après j'ai des questions, plus freestyle on va dire sur qui voter l'année prochaine, hein. Alors ça ça évidemment on peut pas y répondre. Non, Alors mais non, mais si y avait franchement, très honnêtement, s'il y avait quelqu'un, qui suivait ce que j'appelle ma thérapie de choc bienveillante, ou en tout cas indépendamment d'Itoro, je le dirais. C'est-à-dire que si effectivement, voilà, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui suit ma thérapie de choc bienveillante, c'est-à-dire baisse des impôts très forte, baisse de la dépense publique également très forte, changement de l'économie française, oui, pourquoi pas, mais pour l'instant, certains, ils essaient, voilà, ils en parlent, mais c'est pas vraiment ça. Donc voilà, on a encore la marge, mais d'ici là, ça peut-être ça finit évidemment avec le temps. Mais bon, pour le moment, c'est pas évidemment très, très clair. Mais bon, en tout cas, comme je dis souvent, carpe diem, hein, c'est-à-dire, voilà, il faut profiter de l'instant présent parce que voilà, OK. voilà et passer un bel été quand même malgré tout, c'est ça qui est le plus important et puis voilà, de toute Alors façon, on sera là pour vous accompagner. Mais la rentrée, je pense qu'elle va être assez chaude, tout à fait d'un point de vue, alors économique et 2 financier. questions 2 questions Oui, pour terminer. Alors est-ce que tu avec connais le plaisir. volume de l'épargne en France? Oui, bien sûr, en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on a, 6 500 000 d'épargne en France, si tu veux. Mmh. Donc c'est pas rien. Donc on me dit: «Ouais, top, bon, bah, si tu as effectivement, 4 000, même, si tu prends leur bilan, tu es à, 7 500 000 de dette publique, bon, tu as 6 500 000 d'épargne, voilà, ça fait le co comme on dit, hein, le collatéral». Mais non, parce que attention,
comme son nom l'indique, la dette publique, c'est public et l'épargne, c'est privé. Donc non, ça serait de la spoliation. Alors ça s'est déjà produit malheureusement, mais ça serait complètement interdit. Donc oui, il faut absolument éviter d'en arriver là. Et donc l'épargne n'est absolument pas une garantie parce que déjà l'épargne elle est volatile, hein, elle peut très bien, parce que si on s'amuse à ponctionner dans l'épargne, bah, c'est clair que, elle va pas forcément rester ici et puis après tu as l'effet boule de neige. C'est-à-dire que, si jamais tu fais ça, tu imagines la crise de confiance qu'on va avoir dans la France. Donc, à la rigueur, c'est ça le problème, c'est que bon, prendre l'épargne, OK, une fois, mais ça suffira pas pour, éponger, nos dettes. Tu te rends compte que justement, cette année, on va atteindre, plus de 77 milliards d'euros juste de charges d'intérêt de la dette. Ça, je me Ouais, ouais, souviens quand j'ai annoncé justement 70 milliards cette année, on me dit: «Mais non, pas du tout». Ça, c'est la Cour des comptes. 77 milliards d'euros juste pour la charge d'intérêt de la dette. Et l'année prochaine ou l'année d'après ou plus tard, 100 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette. Tu comprends? Donc quand tu as un État qui va devoir aller chercher sur le marché 100 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette, alors que sachant que cela, tu as également au moins 300 milliards d'euros d'anciennes dettes que tu dois renouveler, hein. Cette année, l'État français va émettre au moins 350 milliards d'euros de nouvelles obligations d'État. C'est heu, énorme, tu comprends? justement, Donc, la en dernière plus question, c'est sur les ouais? assurances vie. Est-ce que c'est le bon moment pour investir en unité de compte sur une assurance vie? Voilà. C'est Oui, bon, je pense que oui, je pense que oui. C'est-à-dire que, effectivement, les fonds euros aujourd'hui peuvent être, ça peut être dangereux, mais bon, en unité de compte, sur les marchés, boursiers notamment, oui, pourquoi pas, sur du long terme, bien entendu, oui, oui, tout à fait. Avec, si possible, dividendes réinvestis, ça c'est le mieux, ce qu'il y a de mieux à faire. ouais. Bon voilà, bah, merci. Alors il y a, André, Lanquette qui a travaillé avec toi apparemment, qui te salue. Oui, 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 bien sûr, je me souviens très bien de lui. Oui, Comment va-t-il? c'est très clair. Un ancien collègue de BPC. Merci Voilà. André. Ah, ça Bon, fait, c'est bon, bah, écoute, je pense on en a terminé. alors, ben, en tout cas, passez un bel été encore une fois. Ouais. On sera là pour vous aider. On va faire encore quelques podcasts quand même, avant les Oui, vacances, voilà. mais évidemment, ce qui compte avant tout, c'est de regarder la réalité en face. Voilà, donc il faut pas être pessimiste, faut être optimiste, faut être réaliste. C'est ça le plus Ouais. important, de regarder cette réalité en face et puis de pouvoir, réagir en conséquence. Voilà, c'est ça le plus important. Eh bien, on vous dit à très bientôt. Salut Antoine, à bientôt à toutes et à tous.